Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titre. Aujourd'hui, un invité très spécial avec le philosophe et directeur du département culture et création du Centre Pompidou, Mathieu Pot-Bonneville. Bon épisode à tous. Aujourd'hui, directeur du département culture et création du Centre Pompidou et cofondateur de la revue Vacarme. Tu as également été maître de conférences à l'École supérieure de Lyon et responsable du pôle Idées et Savoirs de l'Institut français de Paris. Alors, sans vouloir faire l'inventaire de ta production intellectuelle, tes débuts sont associés à un travail assidu sur l'œuvre de Michel Foucault. Tu as également de nombreuses publications à ton actif, essais, articles. Tu interviens également comme chroniqueur dans plusieurs programmes de France Culture. Tu es associé à différentes démarches collectives visant à faire dialoguer la philosophie et les sciences humaines avec la création littéraire et artistique autour d'enjeux socio-culturels et politiques. Voilà. Bon, vraiment de manière très lapidaire. Et voilà, on est ravis de te recevoir aujourd'hui, sans doute pour parler un peu de ce volet d'animateur culturel au service de la programmation et de la promotion de la création contemporaine, et nous expliquer un peu en quoi ça consiste la direction d'un département culture et création du Centre Pompidou. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut juste revenir sur ton parcours, ta formation, et dire peut-être l'importance que ça aurait pour ton métier et comment ça t'a amené là où t'es aujourd'hui? Oui, volontiers, parce que en effet, à entendre dérouler ces quelques étapes de ce que j'ai pu fabriquer, c'est vrai que ça ne va pas de soi. Il y a deux choses à dire de ce point de vue-là, c'est que dans mon travail universitaire, dans mon travail d'écriture et de recherche, pour aller vite, j'ai toujours accordé une place très importante. J'ai toujours trouvé très nécessaire de participer à des aventures collectives. Et diverses qui mobilisent des savoirs, des expertises, des engagements, des registres de création, d'expression extrêmement différents. Ça a été le cas avec, tu le rappelais, avec la revue Vacarme que nous avons cofondée à plusieurs à la fin des années 90, ce qui ne nous rajeunit pas, et à l'animation de laquelle j'ai participé activement pendant longtemps, 20 ans quasiment. Vacarme, c'était vraiment une plateforme de dialogue et de création commune entre artistes et militants, entre scientifiques et personnes concernées, engagées, mobilisées sur toute une série de combats, disons, sociaux et minoritaires. Donc Vacarme, c'était un collectif, ce qui faisait suite pour moi à d'autres aventures plus militantes, plus directement militantes pour le coup. J'ai contribué, j'ai pris ma part à une époque à une association qui s'appelait Act Up Paris et qui luttait contre le sida dans les années 90. Plus tard, dans mes activités même d'enseignant, j'ai eu à cœur de travailler avec les autres. À plusieurs, on a créé une très jolie aventure qui était une classe prépa littéraire en Seine-Saint-Denis. Et c'était une aventure intensément collective pour un métier qui est un peu solitaire. Le métier de prof est un métier un peu solitaire. On l'a vraiment créé à plusieurs, en s'appelant le jour, la nuit, en passant notre temps ensemble, et ainsi de suite. Donc cette idée que il y a dans le monde des arts, l'idée que la création est une chose profondément individuelle, subjective et singulière. Pour ma part, je suis convaincu depuis très longtemps que c'est une activité chorale, qu'il y a toujours du multiple dans l'un et que il faut essayer de faire advenir, de favoriser cette dimension-là. Ça, c'est la première chose qui m'a amené de façon un peu étrange, au fond, d'un métier d'enseignement et d'écriture à un métier de coordination, pilotage. On va y revenir dans un instant. La question de la définition même de ce que je fabrique. Et puis, l'autre chose à dire, et la jolie rencontre dans cette affaire, c'est que le département dont j'ai la charge au Centre Pompidou, qui s'appelle le département culture et création, qui auparavant s'appelait le département du développement culturel,
Ce département a toujours été dirigé par des personnalités un peu excentriques, si j'ose dire, qui ne sont pas dans le droit fil de l'histoire de l'art ou de la conservation. En tout cas, ça a été régulièrement le cas. Ça a été le cas, par exemple, avec Bernard Stiegler, philosophe, qui était dans le même bureau que celui que j'occupe aujourd'hui il y a assez longtemps maintenant. Ça a été le cas avec Dominique Paigny, qui venait plutôt lui du monde du cinéma et qui retournait d'ailleurs ensuite au cinéma et avec bonheur. Et donc c'est un peu comme le cours de lutte contre les forces du mal dans Harry Potter. Cette position-là au Centre Pompidou, on y met des gens bizarres avec une biographie un peu compliquée et des talents qui détonnent. Sauf qu'il reste qu'un an dans Harry Potter. Voilà, je m'accroche en réalité. Je m'accroche. Voilà. C'est de là que je viens et j'ai la chance. C'est quelque chose que je partage souvent avec l'équipe avec qui je travaille. J'ai la chance de faire collectif avec une équipe absolument exceptionnelle, par son engagement, son expertise, son hospitalité, sa volonté d'être ensemble, et son humour. Ce sont les qualités qui me semblent les plus importantes, particulièrement dans ces périodes troublées. Comment arrivent les sujets de travail pour toi dans ton travail depuis le début? Tu as parlé d'ACT-UP, de sujets de société. Qu'est-ce qui amène le sujet sur ton bureau? Alors, les sujets, ils arrivent de partout. Ils arrivent de partout. Ils arrivent souvent au plus proche de soi. C'est-à-dire que en réalité, c'est quelque chose que je retiens de ma lecture de Foucault, qui a vraiment été une lecture très marquante dans mes années de formation. Il y a un entretien. Foucault explique que, je cite de mémoire, chaque fois que j'ai fait un travail théorique, ça a été à partir d'événements que je voyais se dérouler autour de moi. Et il ajoute de craquelures, de fissures que je sentais à l'intérieur des institutions qui m'environnaient ou des expériences que je traversais. Et au fond, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de vie aujourd'hui qui soit protégée à l'écart des turbulences du monde. C'est de plus en plus le cas. Il y a ce mot de Coluche, je crois, qui disait en cas de guerre mondiale, je pars à l'étranger. On est un peu dans cette situation, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien aujourd'hui sur quelle île déserte on pourrait se réfugier pour se préserver, entendu que autour des îles désertes, l'eau monte par exemple, parce que le réchauffement climatique fait son travail de sape. Donc les sujets, il n'y a pas besoin d'aller les chercher, ils arrivent, ils sourdent un peu comme de l'eau qui monterait justement du sol, et on se retrouve en permanence environné de questions. À partir de là, il faut apprendre à y devenir sensible, et à connecter, à ne pas s'en trouver écrasé ou renversé comme fétu de paille, comme feuille au vent. Il faut arriver à faire en sorte que ces sujets viennent résonner avec des formes d'équipement intellectuel, d'outillage intellectuel ou théorique, et puis des formes d'expression, des filtres d'expression qui viennent leur donner sens, leur donner forme, et éviter tout simplement qu'ils nous écrasent, qu'ils nous ballottent, et qu'on se retrouve bêtement à réciter l'actualité, à répéter l'actualité. Ça, c'est pas intéressant. Au fond, le problème n'est pas d'aller chercher les sujets, c'est d'introduire vis-à-vis d'eux le retard nécessaire, le délai nécessaire et la forme nécessaire pour qu'ils prennent sens à nos yeux ensemble, et qu'on puisse en faire des objets de partage et parfois des objets de travail, de transformation, de résistance. Donc le temps rentre dans la méthodologie pour aborder le sujet. La question, c'est pas tant comment il arrive, c'est comment je le traite. Exactement. Ouais, Exactement. Et de toute façon, cette question du temps, cette question des temps, elle est absolument déterminante dans la création artistique, et je dirais dans la création de pensée de façon générale, avec cette double contrainte d'une urgence
vis-à-vis de laquelle on ne peut pas se soustraire. Il y aurait quelque chose comme ça de presque d'obscène à dire, écoutez, vous êtes sympa de mourir là, mais j'ai autre chose à faire, j'ai du travail. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il y a des moments où on ne peut pas ne pas essayer de penser ce qui se passe au moment où ça se passe. Moi, j'ai été exaspéré par les gens qui expliquaient qu'ils avaient passé un confinement formidable parce qu'enfin le monde leur foutait la paix. Ça avait tendance à m'agacer un peu. Donc cette pression d'urgence, elle est d'une certaine manière intraitable. Mais dans le même mouvement, il faut en effet faire en sorte que l'alambic de la pensée, que l'alambic de la création, que la maturation nécessaire au projet puisse s'exercer. Et là, ce qui devient très compliqué, c'est que des temps, il y en a toujours plusieurs. Que les différentes disciplines n'ont pas le même tempo, le même rythme. Par exemple, que le temps de création d'un spectacle, le temps d'écriture d'un livre, le temps d'organisation d'un débat, le temps de montage d'une expo. Oui, l'institution aussi. Le temps des institutions. Ouais. Tous ces temps-là ne fonctionnent pas pareil. Et ça peut très vite, très rapidement devenir un cauchemar en fait. Cette discordance des temps peut être, je crois que c'est Henri Michaud qui disait que le mal c'est le rythme des autres. On se retrouve très souvent dans une institution, a fortiori dans une institution pluridisciplinaire comme le Centre Pompidou, dans cette position-là d'être écartelé entre des temps différents, comme Charlie Chaplin entre les aiguilles de l'horloge. Et je cherche souvent des métaphores pour essayer de décrire ce que je fabrique, parce que souvent les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais en fait au juste au Centre Pompidou? Alors j'ai plein de métaphores en stock. Quand j'ai vu la série Ted Lasso, je sais pas si vous avez vu cette série formidable. Moi je l'ai pas vu. Regardez Ted Lasso, c'est une série formidable sur un coach de football américain qui se retrouve à coacher une équipe de football en Angleterre. Et c'est pas la même chose, évidemment, mais il s'en sort pas mal. Alors, j'ai eu ma période coach, je me suis dit, c'est marrant, je suis coach de foot. En plus, je ne connais rien au foot, mais voilà. Et puis, et finalement, je me suis dit, il n'y a pas très longtemps, que la meilleure manière de définir, non pas ce que je fais, ce serait immodeste, mais l'idéal de ce que je fais, c'est de dire que il s'agit d'être aligneur de planètes. Voilà. Il faut essayer de faire en sorte que les planètes s'alignent et qu'à un certain moment, eh bien, tout ça concorde. Pour prendre un exemple tout simple, l'une des choses dont je suis le plus fier, dont nous sommes le plus fiers, l'année dernière dans la programmation du Centre Pompidou, c'est l'événement autour de Api Chapong Vera Setakul, autour de ce formidable artiste thaïlandais. Et on avait envie, depuis très longtemps, de montrer les différentes facettes de son travail. C'est quelqu'un qui est cinéaste, Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est quelqu'un qui est plasticien, qui a des expos. C'est quelqu'un qui crée avec de la réalité virtuelle, qui c'est peut-être la première personne qui produit une performance en VR que je trouve pleinement convaincante parce que pleinement artistique. Et on va faire tout ça. Mais c'est un cauchemar. Arriver à faire en sorte que dans la même saison, dans le même trimestre, en gros, on arrive à monter l'expo, trouver le moment dans ses calendriers de tournage où il peut la concevoir, dans le même temps accueillir la tournée de la réalité virtuelle, dans le même temps construire une rétrospective intégrale de ses films, courts-métrages, longs-métrages, etc. Et faire en sorte qu'à un moment, tout ça arrive et cristallise. C'était impossible et c'est une immense fierté d'y être parvenu parce que évidemment l'effet est démultiplié et l'effet de sens, pas seulement la visibilité de l'événement, mais l'effet de sens s'en trouvait démultiplié. D'autant que le centre est aussi producteur de certaines pièces, ce qui complique encore plus Bien sûr. La chose. Bien sûr, le centre, il est qu'il s'agisse
de spectacles vivants, qu'il s'agisse aussi de formes de parole, qu'il s'agisse aussi de films, puisque nous accompagnons, par exemple, on a accompagné la création d'un court-métrage, on a commandé un court-métrage à Happy Chapong, ce que je n'imaginais pas possible dans ma vie. Commander quelque chose à un artiste que j'admire tant. Donc on est non seulement des lieux de diffusion, de passage ou de relais, mais vraiment des lieux de production, et non seulement de production, mais de production sur mesure. Parce que l'une des choses qu'on aime faire, qu'on aime le plus faire, c'est d'accueillir des artistes qu'on admire, dont on admire le travail, et de leur dire, bah voilà, vous avez la boîte à outils, vous avez le coffre à jouets, il est vaste, parce qu'au Centre Pompidou, il y a toutes les compétences de la création possible, depuis l'audiovisuel jusqu'au spectacle vivant, en passant par toutes les formes possibles. Qu'est-ce que vous voulez faire? Avec, pour prendre un exemple, et vous aurez compris que là, je revendique des choses qui ne sont jamais seulement les miennes, hein, mais l'équipe des cinémas du Centre Pompidou s'est mise intensivement à faire des livres. Parce que, pourquoi? Parce que certains cinéastes ouvraient leurs archives. Et disaient, vous avez vu ça? Moi, j'ai tous les croquis de mes films, les croquis préparatoires. Bon, ça s'est passé avec Todd Haynes, ça s'est passé avec Kelly Reichardt, ça s'est passé avec Happy Chapong, ça s'est passé avec Lucretia Martel, ça s'est passé avec Alice Rohrwacher. Je dis, bah, qu'est-ce qu'on va faire de ces archives? Et on a parfois l'impression vraiment régulièrement de découvrir le trésor de Toutankhamon, en fait. On dit, ah, oui, d'accord, vous avez ça. On va faire des livres. Et on a sorti, dans des délais parfois tout à fait déraisonnables, n'essayez pas ça chez vous, on a sorti des ouvrages où les archives n'avaient pas seulement valeur illustrative, mais devenaient le matériau même. On entrait en fait dans l'atelier, dans la fabrique d'un regard cinématographique. Voilà, le genre de choses qu'on fait. C'est important ce côté... sauvegarde aussi quand on rencontre des archives folles et qu'on se dit bon, il faut qu'on fasse un livre. Oui, c'est très important. C'est compliqué parce que la question de la sauvegarde, c'est une question de conservation. Donc ça renvoie à la question délicate de la répartition des rôles entre le Musée national d'art moderne et le département dont je m'occupe. Il y a une particularité au Centre Pompidou qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là où la plupart des musées sont des musées, et puis dépendant du musée, il y a un département qui s'occupe de la programmation associée, de manière verticale, en quelque sorte. Le Centre Pompidou a été conçu d'emblée comme un archipel, pour prendre une métaphore moins poétique, comme un râteau, c'est-à-dire que toutes les dents sont au même niveau. Autant dire que le département dont je m'occupe et puis le musée sont des départements qui, sur le papier, tout au moins, ont le même rang. Voilà, donc il faut toujours régler cette relation, cette collaboration entre le musée et le rôle qu'il a dans la conservation de cette extraordinaire collection, et puis notre travail de notre côté. Donc, à un premier niveau, j'aurais envie de dire la conservation, c'est pas notre boulot. C'est pas le centre du département. Aller voir les voisins. Sauf que là où ça se complique, c'est que les artistes vivants. Alors le musée a aussi affaire à des artistes vivants. Et n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais les artistes avec lesquels on travaille, les cinéastes avec lesquels on travaille, les scénographes, etc., elles ont un intérêt de plus en plus développé pour l'archive. C'est-à-dire que l'archive est devenue aujourd'hui un matériau, une question, une inquiétude extrêmement vive dans le travail même des artistes. Ce n'est pas forcément nouveau, mais c'est quand même à ce degré, je dirais que la passion documentaire qui a pu saisir le théâtre il y a 20 ans, avec le théâtre documentaire, s'est redoublée dans une question de redonner vie, de redonner voix à des archives qui sont parfois des archives silenciées, qui sont des archives invisibilisées, etc. Donc la question de la
conservation, de la préservation, de la transmission revient par l'intermédiaire des archives. Un bon exemple de ce retour-là, c'est le travail qu'on a conduit avec la cinéaste Alice Diop, formidable cinéaste, documentariste, mais pas seulement. Saint-Omer, son dernier film en date est une fiction, en tout cas quelque part entre la fiction et le documentaire. On a travaillé avec Alice longuement, et comme on le fait régulièrement avec des artistes, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Okay. Voilà, ouvrons là aussi le coffre à jouets, et elle nous a répondu ce qu'on pourrait faire, c'est une cinémathèque. Ah bon, une cinémathèque? Oui, une cinémathèque idéale des banlieues du monde. Tous les mots comptent. Parce que, disait-elle, j'en ai marre que chaque fois que je sors un film, un journaliste vienne me dire, pardon, j'ai le plus grand respect pour les journalistes, là n'est pas la question, mais et ça n'est peut-être pas ainsi que vous vous définissez, mais j'en ai vraiment marre, disait-elle, que lorsque je sors un film, un journaliste vienne me dire, c'est formidable, vous êtes la première à filmer la banlieue comme ça. Elle disait, c'est intolérable parce que ça raconte un effacement de la mémoire qui participe de la relégation et de la discrimination des banlieues. C'est-à-dire que les banlieues sont un territoire sans mémoire, c'est un territoire sans passé, c'est un territoire où à chaque fois, un peu comme on rase les barres d'immeubles, on remet à neuf, et chaque artiste est censé être le premier, quoi. Et il faut changer ça, il faut faire une cinémathèque. Et ça fait 3 ans maintenant que nous avons créé, avec les ateliers Médicis, avec la BPI, la Cinémathèque du documentaire, une cinémathèque idéale des banlieues du monde où on regarde, on restaure, on projette, on accueille des cinéastes âgés qui viennent parler aux cinéastes plus jeunes, et on retrouve ce travail de transmission à cet endroit-là. D'accord. Pour le coup, nous, on se définit pas comme journaliste du tout. Okay. On est enfin, moi, je suis plasticien, Marceau est graphiste, et voilà. Mais disons que dans l'exercice de l'entretien, je parlais simplement de l'exercice de l'entretien. C'est pour excuser la pauvreté de nos questions parfois et de nos relances médiocres. Vos questions sont formidables, extrêmement médiocres. Genre, comme ça, c'est dit. Alors moi ça pose plein de questions, mais je sais pas par quel chemin arriver là. Vas-y, moi. C'est comme une position qui est dont on peut avoir un sens très politique. Là, le rôle que... Et alors, du coup, ma question, c'est comment tu pourrais nous parler justement de ce dialogue entre une forme politique de ce rôle et l'identité d'une institution et son rôle et sa définition, et parce que comment on fait rentrer un peu des carrés dans des ronds là-dedans, comment ça évolue, est-ce que c'est important ou pas, est-ce que c'est hyper contraignant, est-ce que c'est plus libre que ce qu'on l'imagine, ou est-ce qu'on, enfin voilà, c'est quoi un peu le... Waouh. Alors, il y a plein de manières d'entrer dans cette question. D'abord, évidemment, tout dépend de ce qu'on entend par politique. Il y a plusieurs sens aux mots, et en fait, ils sont tous concernés. Premier étage de la réponse possible, c'est évidemment politique parce que le Centre Pompidou a été créé comme un lieu politique. Il a été créé par une volonté politique, évidemment. On connaît le rôle important de Georges Pompidou dans cette histoire. On connaît aussi les résistances très fortes, dès quand il est mort, à faire en sorte que l'histoire continue. Ça a quand même failli ne pas se faire. Donc il y avait de la politique dans cette histoire, dans un moment très particulier, celui des années 70, celui de l'après 68, celui d'un président éclairé et plutôt conservateur, mais avec des intuitions concernant l'avenir, progressiste en tous les sens du terme, y compris les pires.
Georges Pompidou a quand même voulu bétonner la totalité de Paris, et seule la maladie l'a empêché de mener son projet à bien. Donc voilà, c'est compliqué, c'est un héritage compliqué, divisé, disons. Donc c'est un lieu qui a été créé par une volonté politique, et c'est un lieu qui a été créé dans l'idée d'une relation très forte entre le lieu et la cité. D'ailleurs, la décision des architectes de ne pas construire sur un tiers de la parcelle pour laisser une piazza à l'italienne, qui est quand même la piazza de Sienne, c'est quand même des mémoires des cités-États italiennes du Moyen-Âge et de la Renaissance, donc il y a de la politique aussi là-dedans. C'est une décision évidemment politique. C'est-à-dire que le musée était tellement ouvert qu'il exhibait son squelette et qu'il se construisait comme une place publique. Donc c'était politique à cet endroit-là, c'était politique aussi tout de suite, parce que le centre Pompidou est, comme on le dit pour un vin, un assemblage. C'est un assemblage. Et c'est un assemblage entre des différents projets qui, à l'époque, coexistaient. Georges Pompidou disant, on va mettre un grand musée d'art moderne, un grand centre de création contemporaine sur le plateau Beaubourg. Ah oui, mais il y a déjà un projet de bibliothèque. Ah. Et puis, on va aller chercher Boulez, qui était parti en Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va lui créer un institut musical. Et en fait, le cube s'est construit comme ça. Donc c'est un être institutionnel hybride. Il n'y a pas d'unité organique du projet, mais du coup, l'unité s'est trouvée en marchant, en quelque sorte, dans un réglage jamais totalement achevé, stabilisé, entre les composantes de ce projet. C'est quand même le seul, à ma connaissance, exemple d'un musée national qui est parti d'autre chose, qui est la partie, qui est un département de quelque chose de plus vaste. Il y a quelque chose, architecturalement, c'est pas juste l'architecture bâtimentaire du centre qui est folle, c'est son architecture organisationnelle. C'est un truc assez dingue. Donc c'est politique aussi à cet endroit-là. La première fois que j'ai visité le centre, juste après ma prise de fonction, l'un de mes collègues du service des cinémas, qui par ailleurs est représentant syndical, m'a baladé. Et puis une fois qu'on est arrivé tout au fond de la salle de cinéma, il m'a dit, tu sais, le centre Pompidou, c'est un lieu politique. C'est un lieu où il y a du conflit, et c'est un lieu où c'est intéressant. Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc voilà. Donc toute cette affaire-là est inscrite dans le centre. Premier étage de la réponse. Le centre Pompidou est construit en fait pour être une caisse de résonance des enjeux politiques. Un deuxième étage de la réponse, c'est de dire que le centre Pompidou est une institution et que la question de savoir ce qu'on fait avec les institutions aujourd'hui est une question sacrément complexe. En un sens, on ne peut pas se satisfaire des institutions. Je veux dire que la critique institutionnelle, elle a droit de cité, elle a sa légitimité, elle a sa radicalité. En un autre sens, dans un moment où des formes de ce qu'on a appelé la désintermédiation, c'est un mot très moche, mais les formes où en gros le partage de pair à pair est devenu une machine très puissante à détruire les institutions, mais à l'occasion aussi à aliéner les individus. Les banques ou le Bitcoin, c'est un problème. Donc la question de savoir, une fois qu'on a dit que on ne peut pas vivre avec les institutions, mais qu'on ne peut pas s'en passer, comment on fait?
en fait. Comment on rend une institution accueillante à des logiques qui la contredisent, la contestent, la remettent en cause, la bouleversent et tout. Ça, c'est une question hyper intéressante, en fait. Et pour le coup, c'est une question, c'est une question, c'est un territoire de création passionnant, en fait. Il y a un exemple qui me passe par la tête. L'un des artistes que nous avons accompagné avec bonheur et gratitude ces derniers temps, c'est le metteur en scène Sébastien Kéroufi, qui a monté par les villages de Peter Handke en 2024 au Centre Pompidou et au Théâtre des Quartiers d'Ivry, et ça a été une expérience bouleversante, littéralement bouleversante. Plus beau spectacle de l'année en plus, donc c'était pas mal. Sébastien, quand la première fois qu'il est intervenu au Centre, c'était en 2023 pour une performance dans la Galerie 3, dans un grand programme que le président Lebon avait lancé, qui s'appelait Moviment, comme monument et mouvement. Et Sébastien a monté une performance assez fantastique sur la base d'une vidéo de Pierre Bourdieu s'adressant aux jeunes du Val-Fouré dans les années 90 et essayant de leur faire de la sociologie et se faisant engueuler, enfin un truc. Et il a fait le rejeu de ça. Bon. Et comme il est très très malin, il a dit, mais juste avant, va se passer plusieurs trucs dans la galerie, on va faire 3 choses. Il y a un gars, parce qu'il est arrivé avec ses potes en fait, et toute l'équipe. Il y a un gars qui va manger un kebab. Il y a 2 personnes qui vont jouer au ballon, voilà, qui vont faire des passes de foot. Et puis il y en a un qui va tourner avec un Vélib dans la galerie. C'est génial. Comment faire sauter une institution avec un kebab, un ballon et un Vélib. Évidemment, il a fallu des réunions extrêmement nombreuses et rigoureuses avec l'ensemble des services de cette maison pour savoir comment on s'arrangeait du kebab, du ballon et du Vélib. Et c'était hyper bien vu. Parce qu'il appuyait en fait sur des possibles lieux de déstabilisation, donc sur les logiques institutionnelles, et donc exactement là où il fallait être en fait, avec une économie de moyens remarquable. Donc ça aussi c'est politique en fait. Voilà, pardon, je suis trop bavard. C'est parfait. Mais c'est juste parfait. Après, ça veut dire que cette question de ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est l'autre aspect de l'affaire, elle est posée tout le temps, dans des formes plus ou moins violentes, plus ou moins intéressantes. Ça peut aussi se poser ça peut aussi être un nouveau sujet qui arrive sur le bureau, dont il faut ou non s'emparer. Oui. Des problématiques amenées qu'on n'a pas forcément envie de, qu'on ne sait, pas qu'on n'a pas envie, mais qu'on ne sait pas comment les traiter. Moi, je pense à Hors Piste il y a 2 ans, celui où j'ai participé. Ouais. Voir la guerre et faire la paix, qui est un sujet qui à ce moment-là s'est imposé. C'était très fort et c'est des sujets qui sont difficiles à aborder. Ou pas, j'en sais rien. Après, oui et non, c'est-à-dire que la guerre traverse le travail des artistes, la percute et s'en trouve répercuté. Pardon pour l'assonance. C'est pas exactement une nouveauté. Si vous visitez les collections permanentes du musée, vous vous rappellerez que la guerre de 14 a été un moment d'intense bouleversement, dont Dada est sorti, dont
voilà, donc cette expérience collective qui vient exploser à l'intérieur des subjectivités artistiques, on se la reprend en fait, c'est sûr. Après, c'est plus facile de parler des guerres achevées que des guerres en cours. Ça c'est sûr. Mais lorsque le conflit en Ukraine s'est déclenché, lorsque l'invasion de l'Ukraine, qui n'est pas la première étape de ce conflit, s'est déclenché, on a organisé en très peu de temps pour le coup, parce qu'on fait parfois aussi, on essaie de faire les choses très vite parfois. Une soirée avec les Ukrainiens, les Ukrainiennes et avec des artistes. Et c'était très fort, c'était très passionnant. Donc oui, il y a des sujets qui sont tellement brûlants qu'on s'y brûle, et que comme on n'est pas le journal télévisé, c'est-à-dire comme on n'a pas une structure qui est faite pour nous protéger du sens de ce qu'on est en train de raconter, ce qui est un peu le cas du journal en fait. C'est pas un reproche vis-à-vis de ce genre de forme, mais vous voyez, c'est un espace de neutralisation relative. Un lieu d'art, c'est un espace d'intensification. C'est beaucoup plus compliqué en fait de se coltiner les sujets brûlants, parce que nous ne sommes pas censés les refroidir. Nous sommes censés nous y brûler un peu. Et le public avec. Donc ça c'est très délicat, oui, bien sûr. Mais ça fait partie des missions du centre. Ça fait absolument partie des missions. Ça fait partie d'une vitalité du centre qui est propre justement au centre, à l'inverse d'autres musées qui ont des rôles beaucoup plus traditionnels, conservation, etc. Ouais, Donc ça fait partie d'un ADN. C'est pour ça que je posais cette question-là de comment est-ce que c'est facile à manœuvrer, est-ce que voilà. Je trouve que c'est quand même un champ spécifique, assez facilement identifiable au centre et pas à un autre acteur, je pense que qui est chaud. Enfin, je veux dire, dans le sens actif. Enfin. C'est ah oui, je veux bien. C'est tout à fait juste. Ce qui est marrant, c'est que à parcourir un peu un certain nombre de lieux et de musées, on s'aperçoit que ce qui a été le projet originel du Centre Pompidou est devenu une composante assez importante de l'activité d'autres lieux. Hein. Si vous allez dans les musées américains post Black Lives Matter, ils se sont fait secouer sacrément. Ça a été parfois très violent d'ailleurs, sur les questions d'implication sociale et responsabilité sociale. Cette question-là, au moins au Centre Pompidou, nous ne sommes pas censés l'ignorer depuis le départ, et c'est ce qui rend cet établissement aussi singulier, aussi attachant en fait. C'est que ça fait partie et ce serait étrange que ça n'existe pas en fait. Oui. À mon sens. Et c'est ma lecture. Quand un sujet est amené sur la table et décidé, comment se passe le travail? Tu veux dire avec les équipes? Avec les équipes, ouais. Comment ça se passe? Et est-ce que toi, t'as plus plein de sujets sur la table finalement et ils arrivent au fur et à mesure? Enfin, comment ça se passe? Alors ça, c'est un truc. Et où j'ai mis du temps à comprendre. Et je ne suis pas sûr d'avoir compris. Il y a une chose très particulière quand on est recruté, nommé, puisque c'est un mandat, à la direction de ce département culture et création. Vous répondez à une annonce dans le journal, et l'annonce vous dit alors vous adresserez un curriculum vitae ainsi qu'un projet pour le Centre Pompidou.
C'est un truc assez marrant. Je vous recommande de vous asseoir à une table le matin, de prendre votre stylo et d'écrire projet pour le Centre Pompidou. On froisse la feuille un certain nombre de fois avant de passer à la ligne numéro 2. C'était vraiment une expérience tout à fait baroque. Bref, toujours est-il que le directeur ou la directrice de ce département doit produire un projet scientifique en fonction aussi de son background, de son expertise, etc., etc., etc. Et puis on arrive, et puis on découvre pas, on le sait, mais il y a un service des cinémas, il y a un service des spectacles vivants, il y a un service de la parole, avec des expertises extrêmement fortes, et on est un peu avec son dossier comme ça, avec son projet, mais je le mets où mon truc en fait, parce que vous faites déjà tout un tas de choses, et c'est compliqué. Ça a pu conduire dans le passé à des malentendus. Le directeur ou la directrice disant que au fond il allait développer son propre projet à côté des projets de parole, de spectacles vivants, etc. Moi, je m'y suis pris, enfin, en tout cas, mon intérêt sincère pour le travail collectif m'a d'emblée fait penser que mon boulot, mon projet, c'était le projet du département, en fait. Et que ça n'avait de sens qu'à faire en sorte d'abord que tout le monde travaille au mieux ensemble. C'est-à-dire que la force incroyable des propositions qu'on peut faire ici, elle commence à partir du moment où on croise les expertises, où on fait se rencontrer les disciplines, on fait se rencontrer les créatrices, les créateurs, les formes d'expression, etc. Donc déjà, facilitateur de collectif. Et puis, entrer dans une conversation de telle sorte que, alors avec quelques axes déterminés. Moi, quand je suis arrivé, et ça tombe bien, tout le monde était d'accord. C'est dit la question des rapports entre art et société, elle nous importe infiniment. Bon, mais ça, c'est un principe de base. Ce qu'il faut arriver à faire, et je pense que ça se passe assez bien aujourd'hui, c'est discuter suffisamment longtemps pour qu'on ne sache plus de qui viennent les idées. Ce qui est dans ce sens-là, peut-être quelque chose de positif. Ouais. Ce qui absolument, ce qui dans ce sens-là permet d'effacer. Exactement, c'est une incarnation. Dans une conversation, au bout d'un moment, ça permet à chacun de se rendre propriétaire finalement. Ça s'appelle de l'intelligence collective. C'est pas, s'agit pas de manipuler les autres de telle sorte qu'ils se mettent à penser que vos idées sont les leurs. Ça s'appelle de l'intelligence collective. Ça, c'est une première chose. Porter et défendre les projets des programmatrices et des programmateurs, c'est hyper important. Tout en leur apportant la compréhension du contexte, l'attention à la structure. J'ai un côté petit a, petit b, petit c. Quand on est programmatrice, programmateur et qu'on accompagne un artiste, ça devient votre monde en fait. Ça devient votre passion, votre histoire d'amour. Et quand vous avez une histoire d'amour, vous n'allez pas vous demander comment elle s'articule à telle autre chose. Dans quel tiroir elle va, c'est pas possible. Donc moi, je m'occupe aussi des tiroirs. Donc, défendre les projets des programmatrices et des programmateurs, leur apporter une forme de structuration, en quelque sorte, aider à la structuration des choses, aider à ce que ça prenne forme, tout simplement, et puis faire du plaidoyer, c'est-à-dire aller porter haut la bannière du projet en disant il faut qu'on fasse ça. Vous avez vu comme c'est bien. Il faut vraiment qu'on le fasse. Alors, porter cet étendard à quel public ? Déjà, à l'intérieur même de l'institution. Ouais. C'est important.
découvert en parlant de ça une notion que je ne connaissais pas, qui est très connue par les sociologues et les spécialistes de sciences politiques, qui s'appelle la mise à l'agenda. En fait, ça décrit le fait que là où on imagine que les institutions sont des machines descendantes, avec quelqu'un en haut qui dit voilà ce qu'il faut faire, puis les autres qui répercutent en gros. En réalité, les institutions fonctionnent la plupart du temps avec des gens qui portent des sujets et dont le travail consiste à essayer de faire en sorte que le sujet remonte en haut de la pile de leurs collègues. Et hop, et comme les autres font pareil, c'est un jeu. Donc, essayer de faire remonter les sujets, de les porter à l'attention collective, etc. Ça, c'est un travail important à l'intérieur d'une institution complexe, que de faire remonter littéralement les sujets sur l'ordre du jour, de fabriquer de l'attention collective. Là aussi, parce qu'en réalité, le centre est d'une part, il y a des expertises incroyables dans tous les domaines, et d'autre part, tout le monde est un créateur au centre. C'est quand même une des particularités de l'utopie au Beaubourg, en fait, aussi, c'est que y a une envie de créer qui n'est évidemment pas réservée à celles et ceux qui ont l'étiquette, le statut de créateur. Donc tout le monde est un peu créateur. Donc il faut faut ménager, profiter, encourager, tout ça. Donc donc il y a déjà un premier sujet, c'est en fait en interne, dire voilà où on va, regarder comme mon projet il est super, et c'est normal, il n'y a pas de surdité à cet égard, simplement il y a tellement de trucs que il faut essayer de faire ça. Et puis après, il faut travailler pour faire en sorte que tout ça arrive jusqu'au public. Et je mets il s'entend pas, mais je mets un X et un S, parce qu'il y a pas un public, il y a des multiples publics. Vis-à-vis desquels les canaux de communication, les voies qui permettent de toucher les personnes sont extrêmement diverses. Ça, c'est tout un travail en finesse, en fait, qui se fait avec les collègues de la communication. Et moi, je considère que la communication d'un projet c'est pas le vêtement qui vient, la communication d'un projet n'a pas à dicter le contenu du projet, mais c'est une préoccupation. Je considère que la pensée et les mots pour la dire sont des choses qui vont ensemble, quoi. Donc que la lisibilité, disons, d'un projet fait partie, en fait, de la construction du projet. Elle vient pas, c'est pas la tendance, si vous voulez. Donc ça, c'est vachement important aussi. Et toi, intimement, c'est quoi le meilleur endroit pour toi? C'est où l'endroit où tu prends le plus de plaisir dans ce que tu décris de ton travail? Alors ça dépend des heures et des jours, et je n'ai jamais eu d'expérience professionnelle dans laquelle j'étais aussi cyclotimique. D'accord. Je peux être vraiment enthousiaste le matin et vraiment désespéré le soir. Ou l'inverse. C'est ça qui est bien, parce que sinon ça indique plutôt une journée comme ça. Mais il y a des moments où j'arrive accablé et je repars bouleversé et illuminé. Bon, ça c'est costaud, émotionnellement parlant. Il y a plein de lieux où je me sens hyper heureux. Parce que je reviens sur ta formation de philosophe. Du coup, je me demande aussi si tu sais, si t'avais comme un dessert dans le travail, tu vois. Mais c'était probablement idiot mais je me disais, tiens, parce que comme le travail est décrit, c'est quelque chose quand même de grand, de complexe, de bavard aussi, où il se passe 1000 choses, et je me demandais s'il y avait, je sais pas, dans l'écriture, dans le... Alors d'abord, toujours rappeler que les philosophes ont pour saint patron un type qui n'écrivait pas, qui s'appelait Socrate, qui discutait. Donc, discuter fait partie de
du travail philosophique. Donc l'œuvre orale elle est quand même vachement importante. Bien sûr, l'écriture a une importance. Bien sûr, il m'arrive d'écrire. Il m'arrive aussi régulièrement. Je me suis quand même ménagé des petits desserts, des moments où ce travail je pense à un cycle qu'on a créé il y a 4 ans maintenant, qui s'appelle Planétarium, où chaque mois ou à peu près on reçoit. La règle du jeu est simple et casse-gueule. On reçoit une ou un artiste, une ou un chercheur, philosophe, anthropologue beaucoup, historien, etc. Et on les accueille en se disant que ça pourrait matcher entre eux. Et on leur demande de faire une carte blanche, chacun, deux cartes blanches distinctes, 40 minutes à peu près, avec pour seule contrainte de nous parler de leur travail, de leur parler de ce qu'ils observent, des transformations de la planète, c'est pour ça que ça s'appelle Planétarium, et de commencer par nommer un endroit dans le monde. Dire, voilà, à titre d'embrayeur, voyez, de l'amorce, c'est, dites-nous d'où on va partir ce coup-ci. Alors, on a eu tout, on a eu la terre sous mes pieds, on a eu le plateau des Guyanes, on a eu une mine à bitcoins en Chine, on a eu une plage en Écosse, on a eu, etc. On joue à ça, on ne les fait pas discuter avant, et puis après les 2 présentations, donc le public a déjà 1h30 dans les pattes, on va dire, on discute. Et là, c'est plutôt moi qui m'y colle, et c'est plutôt moi qui essaye de trouver des résonances entre les 2 propositions qu'on vient d'entendre ou de découvrir, parce qu'il y a eu aussi des performances, il y a eu des gens qui ont chanté, il y a eu des gens qui ont montré des films, etc. Et puis face à des gens qui avaient des propos complètement différents, avec parfois des grands écarts. Une des plus belles séances qu'on a eues l'année dernière, c'était l'anthropologue Charles Stepanov, spécialiste de la Sibérie, et puis Colin Self, plasticien performeur, qui travaille plutôt sur la mémoire queer new-yorkaise et qui pratique le chant grégorien. C'était pas gagné. Mais c'était tellement bien que quand les gens ont applaudi, ils se sont pas rendus compte parce qu'ils étaient encore en train de discuter, et quand les gens sont sortis de la salle, ils continuaient à discuter chacun sur leur chaise, et juste c'était super beau. Donc ça pour moi c'est essayer de trouver le chemin pour passer de A à B et de B à A. Ça c'est un truc que j'adore. Mais travailler avec l'équipe et voir tout le monde le matin et voir arriver des projets, des idées, etc. C'est un truc que je trouve magnifique et qui remplit mon quotidien. Une dernière question, parce que là on est au bout de, il est l'heure. Au bout du bout. Une ou 2 dernières questions. Moi, j'avais envie de poser une question, mais je suis sûr que ça va flopper. Mais bon, mais juste je me pose la question, est-ce que il y a une capillarité avec le secteur privé? Enfin, est-ce que tu te retrouves à bosser comme... C'est la question que j'allais poser. C'est vrai? Bon. Ouais. T'allais mieux le faire que moi. Mais est-ce que parfois tu te retrouves à travailler avec le secteur privé ou pas du tout? Dans ta position? Oui, j'entends. Ça arrive de temps en temps par des. Alors, je sais pas ce que vous entendez par secteur privé. Est-ce qu'on parle des fondations, par exemple? Par exemple, des fondations, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, ça arrive. D'abord parce que il y a des gens absolument exceptionnels dans la programmation des fondations. Pour prendre un seul exemple, mais il y en aurait plusieurs, mais les soirées nomades de la Fondation Cartier ont été une source d'inspiration formidable, et les personnes qui s'en occupent ou qui s'en sont occupées sont des professionnels de très grande qualité. Donc ça arrive. Les galeries
Ça arrive parce que les artistes peuvent venir aussi, parce que les galeries sont des intermédiaires avec lesquels échanger et discuter. La question des mécénats et des mécènes est évidemment une question, et on a la chance d'avoir c'est pas une chance, c'est un travail de tous les jours, mais une équipe extrêmement active dans la recherche de mécénat, ce qui fait que l'année dernière, on a quasiment doublé notre budget en mécénat multiples, et souvent pas avec des très grosses enveloppes, donc parfois avec des grosses enveloppes, mais avec des partenaires, avec des partenaires privés, mais avec aussi des partenaires publics complètement différents. Je pense au travail qu'on a fait avec l'Office français de la biodiversité, avec qui on a monté ce forum, ce très très gros forum en novembre dernier, avec l'Agence de la transition écologique, avec des opérateurs publics qui travaillent sur des sujets sociaux, de société, et à qui on apporte notre expertise artistique. Et on travaille ensemble, on crée des trucs ensemble. Donc oui, c'est pas un travail solitaire, et cette relation avec le privé, elle se réintroduit, oui, régulièrement, bien sûr. Est-ce que il y a un aspect qu'on a oublié? Ça n'a pas fait flop, hein. Franchement, je suis très surpris. Parce que même dans la manière de poser la question, je suis est-ce que il y a un aspect qu'on a oublié d'aborder, ou quelque chose qui te semble important d'ajouter à ce qu'on vient d'essayer de décortiquer ensemble? Non, il y en aurait certainement. Oui, mais j'ai déjà la tête qui tourne. Ouais. Moi, c'était peut-être plus une dernière interrogation autour du soutien à la création, très directement, et du rôle que peut jouer un acteur comme le Centre Pompidou dans la carrière d'artiste, de créateur, de créatrice que vous accueillez, que vous accompagnez. Comment ça se passe aussi là-dedans. Alors je pense que c'est une mission importante de cet établissement. Je pense que on est à différents endroits. Au fond, ce qui est assez singulier dans le cas du centre, c'est que le centre a à la fois la capacité et le goût d'accompagner des artistes émergents, et un programme comme Hors Piste et le formidable travail mené par Géraldine Gomez depuis des années a fait de Hors Piste un lieu, vraiment une rampe, un accélérateur de toute une série de talents émergents qu'on a plaisir ensuite à retrouver dans plein d'endroits. On dit tiens, généralement c'est il était dans Hors Piste il y a 5 ans, ok. Et puis par ailleurs, c'est quand même aussi un lieu de consécration dans d'autres étages de la maison, avec d'autres types d'enjeux, etc. Donc on est placé à différents endroits dans la trajectoire des artistes. Je pense que ça crée une responsabilité qui a une sorte de, non pas d'obligation, parce que c'est trop fort, et puis on n'a pas envie non plus d'avoir d'abonnés, mais que la fidélité a de l'intérêt dans cette démarche, que avoir des compagnonnages assez durables avec des artistes qu'on va pouvoir suivre dans leur transformation, c'est intéressant parce que les artistes trouvent dans cette relation des conditions d'exercice de leur création qui du coup sont aussi rassurantes. Enfin, oui, ça peut changer énormément de choses. C'est hyper précieux. C'est hyper précieux, je pense. Sur le spectacle vivant, c'est très clair. Il y a des artistes, je dirais qu'on accompagne, mais en fait qui nous accompagnent. On s'accompagne mutuellement et qui ont contribué à définir
la singularité de cette salle, de la salle dans laquelle on se trouve. Sans un Philippe Ken, cette salle serait différente, parce que Philippe est venu, il est revenu, on a même repris certaines de ses œuvres, etc. Et il a d'une certaine manière contribué à faire voir ce dont cette salle était capable. Pour prendre un exemple. Donc il y a de la revoyure. Et cette revoyure, je pense qu'elle est très précieuse pour les artistes, et elle est très précieuse pour nous aussi. Pour autant, encore une fois, que ça ne devient pas une sorte de guichet ou parce que nous avons aussi une mission de service public qui consiste à diversifier, renouveler, ouvrir, éviter que se rigidifie la frontière entre ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas, etc. Mais il y a évidemment un rôle à cet endroit-là, bien sûr. Super. Vraiment. Mathieu. Non, mais c'est parfait, ça conclut bien. Ça conclut, c'est un super, super les gars. C'est parfait, pardon. Mathieu, Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation. De ta dispo, oui. Merci. Et à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez suivre et retrouver toutes les actualités de Mathieu à travers les activités du Centre Pompidou sur centrepompidou.fr, mais également sur son site mathieu.podbonneville.fr ainsi que sur son Instagram mathieu.podbonneville. Merci beaucoup à Cyril et à ses équipes qui nous accompagnent à la régie et au Centre Pompidou pour son accueil et son soutien. Un grand merci à Paul, notre monteur que vous avez découvert lors de notre épisode hors série. Merci beaucoup à Olivier Schloberg pour le générique. Quant à Sans Titre, comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes nos informations sur notre Instagram @santtitre.cast. Merci beaucoup, bisous.